Hello les Illustros et bienvenue dans ce nouvel épisode hors-série d'Enfants du cinéma. Le dernier épisode hors-série en date était centré sur Pan de Joe Wright. N'hésitez pas à aller écouter l'épisode si ça vous intéresse. En plus, dans cet épisode, au tout début, j'explique tout le concept des épisodes hors-série. Et aujourd'hui, en ce beau 1er avril, je ne vais pas faire de blagues. Oui, parce que je suis quelqu'un d'extrêmement relou qui a un manque profond d'humour. Évidemment, vous savez pertinemment que c'est faux si vous me suivez depuis longtemps, donc bien entendu qu'il y aura des blagues complètement rincées durant ce nouvel épisode hors-série où il sera question ni plus ni moins du King Kong réalisé par Peter Jackson. Et waouh, ce King Kong, c'est un gros morceau. Mais avant de parler amplement de ce fameux long métrage très important pour notre cher Peter Jackson, je vais créer deux premières parties. Dans la première partie, je vais revenir sur Peter Jackson et son travail. Dans la deuxième partie, je vais présenter son long métrage King Kong. Et dans la troisième partie, bah là oui, je vais parler de son long métrage King Kong. Si vous écoutez ce podcast, c'est quand même pour qu'au bout d'un moment je donne mon avis sur ce long métrage King Kong, et ça fait beaucoup de fois que je dis long métrage King Kong. J'ai hésité à créer une autre partie où je serais revenu sur tous les autres longs métrages King Kong qui étaient sortis au fur et à mesure des années, sauf que le petit souci des Illustros, c'est que j'en ai vu que trop peu, donc cette partie aurait plus ressemblé à une liste de longs métrages pas très pertinente. Sinon, pour commencer par une petite anecdote, sachez que j'enregistre cet épisode le 12 mars, soit très longtemps avant sa sortie, et ce qui est assez drôle, c'est que quand le long métrage sera sorti, il se sera passé plusieurs trucs sur la chaîne. Déjà, normalement, vous aurez eu le podcast Enfants du cinéma non hors-série, avec Taopol, donc sur le chef-d'œuvre d'animation Azur et Asmar réalisé par Michel Oslo. Vous aurez eu d'autres vidéos, sûrement d'autres podcasts, mais aussi vous aurez peut-être eu pas mal d'images en short de l'Irlande, puisque oui, je vais retourner en Irlande dans très peu de temps. J'ai beaucoup trop hâte de vous montrer tous les magnifiques paysages que je vais explorer. Et d'ailleurs, ces magnifiques paysages, je ne vais pas les explorer tout seul, puisque cette fois-ci, m'accompagne en Irlande le grand, le beau, le fort King Tao. J'ai très hâte de savoir toutes les bêtises qu'on va faire là-bas, toutes les bêtises qu'on va raconter en short. Je pense que ça sera extrêmement drôle pour nous, mais malheureusement extrêmement douloureux pour vous. Sur ce, avant de commencer véritablement cet épisode, j'ai une petite question à vous poser, à vous qui écoutez cet épisode. Est-ce que vous trouveriez ça intéressant, vous trouveriez ça plaisant qu'il y ait une petite musique d'accompagnement durant tous les podcasts hors série? Voilà, n'hésitez pas à me répondre à cette question en commentaire, je serai attentif à vos réponses, bien évidemment. Merci. Sur ce, les Illustros, c'est parti pour parler de Peter Jackson et son travail. Peter Jackson que j'aime bien appeler Peter Jackie, et bien évidemment, c'est parti pour parler de son long métrage King Kong. Scream, man! Scream for your life! Alors, par où commencer? Commençons par le début. Peter Jackson est de nationalité néo-zélandaise et il est né le 31 octobre 1961 à Pukerua Bay, North Iceland, Nouvelle-Zélande. Et le fait qu'il soit né le 31 octobre, le jour d'Halloween, je trouve que ça lui va tellement bien. Et Peter Jackson, il a quand même une sacrée carrière dans le cinéma, puisqu'il a 49 ans de carrière, 46 films et séries tournées et 13 prix. On peut dire que c'est quand même plutôt pas mal, ouais. Bon, avant de continuer la présentation de ce grand bonhomme, bien entendu que cette partie s'adresse principalement à ceux ou celles qui ne connaissent pas le bonhomme. J'imagine que si vous connaissez par cœur la vie de Peter Jackson, cette partie ne sera pas des plus intéressantes pour vous. Donc, si vous voulez sauter à une autre partie, vous le pouvez, puisque ce podcast est bien entendu chapitré. Maintenant, ce qu'il faut savoir en premier lieu sur Peter Jackson, c'est que durant sa longue et belle carrière, il a quand même enfilé pas mal de casquettes, le bonhomme, puisqu'en effet, il a été scénariste, réalisateur, producteur, acteur, superviseur des effets visuels, cadreur, directeur de la photographie ou encore maquilleur et monteur. Voilà, je pense que même si moi je souhaite réussir dans le cinéma plus tard, je n'enfilerai jamais autant de casquettes. Mais moi, mon cher Peter Jackie, j'ai déjà été régisseur. Vous l'avez été, vous? Non, je pense pas, non. Et toc, l'abricot. Bon, tout d'abord, on va se concentrer sur les œuvres qu'il a scénarisées. Et en même temps, on va se concentrer sur les œuvres qu'il a réalisées. Puisque pratiquement toutes les œuvres qu'il a scénarisées, il les a réalisées.
Voilà, c'est aussi simple que cela. Tout d'abord, nous sommes en 1987 et le jeune Peter Jackson scénarise et réalise Bad Taste. Bad Taste, qui est un long métrage dont vous avez sûrement déjà vu l'affiche. En même temps, il faut dire qu'elle est assez culte et qu'elle donne vraiment envie de voir le long métrage. Ce long métrage qui nous raconte quoi ? Une petite ville côtière de Nouvelle-Zélande est le théâtre d'une invasion extraterrestre. Les aliens ont décidé d'utiliser les habitants comme viande de première qualité pour leur fast-food spatial. Osez me dire qu'après avoir entendu ce résumé, vous n'avez pas envie de voir le film. Osez me dire ça. Et d'ailleurs, le film, moi je l'ai vu. Je l'ai vu avec mon père et ma sœur. C'était un visionnage très particulier. Bon, clairement, Bad Taste, c'est un film fauché de chez fauché, mais c'est un film qui déborde de créativité, notamment dans son gore. Le gore qui est l'une des caractéristiques principales des longs métrages du début de la carrière de Peter Jackson. Et puis surtout, ce que j'ai noté d'entrée de jeu en regardant Bad Taste, c'est que Peter Jackie, dans sa volonté de nous offrir un spectacle archi-gore, archi-régressif, mais tout de même assez ludique par moment, il y a une vraie sincérité de la part du bonhomme pour nous offrir un moment archi méga fun dont on se souviendra évidemment. Parce que Bad Taste, c'est un petit peu comme le récent long métrage de Coralie Farja, à savoir The Substance. Would you like to stop? 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 C'est un film qui va toujours plus loin, qui va toujours plus fort, qui va toujours plus dans le « mais qu'est-ce qui se passe ?» Cela dit, de la plus belle des manières, puisque à la mise en scène, il y a une constante réinvention, une constante liberté qui a même tendance à être touchante. Tu vois cette bande de potes qui a réalisé un film complètement fauché, mais qui s'en sont donnés à cœur joie, qui n'ont jamais rien lâché pour que le rendu final soit le mieux possible. Bad Taste, ça a vraiment la vibe du premier Evil Dead de Sam Raimi. Le premier Evil Dead de Sam Raimi qui lui aussi était un film fauché, mais qui lui aussi comporte toutes les caractéristiques que je viens de citer concernant Bad Taste. Bad Taste et Evil Dead, Bad Taste qui a eu un budget absolument ridicule de 25 000 $, et Evil Dead qui a eu quand même un budget assez conséquent, mais encore très petit dans l'industrie cinématographique, à savoir un budget de 375 000 $, c'est des longs métrages qui ont tendance à donner de l'espoir à des étudiants comme moi. Quand je vois ces longs métrages-là, je me dis waouh, avec aussi peu d'argent, entre guillemets, on peut quand même arriver à faire d'aussi grandes choses. C'est chouette. Ensuite, en 1989, Peter Jackie, il a écrit et réalisé un long métrage que je meurs d'envie de voir, mais malheureusement, je n'arrive pas à le trouver. Ce long métrage, c'est Les Feebles. Et alors, Les Feebles, qu'est-ce que ça nous raconte ? Une grenouille drogue, un rare réalisateur de films porno, et une mouche journaliste anime un spectacle satirique de marionnettes. Ouais, j'ai trop envie de voir ça et je suis sûr que vous aussi. En gros, les Feebles, c'est une sorte de Muppet Show, mais qui va pas bien. Oh là là, qui va vraiment pas bien du tout. Meet the Feebles, the adult puppet movie with something to offend everyone. Et là aussi, de ce que j'ai pu entendre sur le long métrage, c'est un débordement créatif, un débordement de choses malsaines, un débordement d'effets pratiques absolument ouf, et ce pour un budget alors plus conséquent que celui de Bad Taste, puisque Bad Taste c'était 25 000 et que les Feebles c'est 750 000. Mais bon, 750 000, ça reste un budget vraiment moindre par rapport à des budgets d'autres longs métrages de l'époque. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que Peter Jackie, il ne fait pas partie de l'école des personnes qui, quand ils ont peu de budget pour réaliser leur long métrage, se disent « Ok, on va conter l'histoire visuellement de la manière la plus simple mais propre possible. » Non, lui, il a peu de budget, mais il souhaite conter l'histoire par les visuels de la manière la plus folle possible. Peter Jackie, et bon, je vais arrêter de l'appeler comme ça pendant quelques minutes parce que ça commence à devenir vraiment beauf, c'est un bosseur. C'est quelqu'un qui, quand il a peu de budget, va toujours chercher à trouver des solutions peut-être compliquées, mais des solutions qui vont pouvoir offrir à son long métrage un rendu final où, quand on va y assister, on va se dire « mais j'ai quand même l'impression que ça a été produit avec beaucoup plus de budget qu'annoncé ». Peter Jackson, c'est évidemment un passionné de cinéma, mais c'est également et surtout un passionné de la technique, de jusqu'où on peut aller avec la technique. D'ailleurs, sa passion pour le cinéma, et surtout le cinéma d'horreur, mais également sa passion pour la technique et jusqu'où on peut aller avec la technique, je pense que le long métrage de Peter Jackson qui représente le plus ça avant l'arrivée des Seigneurs des Anneaux, c'est Branded, sorti en 1992. Branded qui, pour la petite anecdote, possède une affiche que je trouve absolument géniale. J'espère que je vais la trouver en HD pour vous la mettre à l'écran. En tout cas, si elle n'est pas à l'écran, sachez que sur cette affiche, il y a des personnes
en très mauvaise santé apparemment, et il y a marqué « Autant en emporte le sang ». Voilà. J'aime cette affiche d'amour. Et alors, Branded, qu'est-ce que ça nous raconte? Lionel Cosgrove, un jeune homme timide, flanqué d'une mère envahissante, fait la connaissance de la belle Paquita, dont il tombe amoureux. Ce qui n'est pas du goût de sa chère maman, bien décidée à gâcher cette relation. Alors qu'elle espionne l'un de leurs rendez-vous galants au zoo, cette dernière est mordue par un singe rat de Sumatra. Succombant à ses blessures, elle se transforme alors en zombie cannibale et contamine peu à peu la ville. Seul Lionel peut stopper l'invasion. Et ce film est absolument génial, c'est l'un de mes films préférés et je fais une dédicace à mon poteau Alex parce que c'est également l'un de ses films préférés. Trimark Pictures presents a modern masterpiece of horror. C'est, je pense, dans le top 3 des films qui vont le plus loin avec leur concept et qui vont le plus loin avec leur concept de la manière la plus intelligente et fun et drôle et kiffante possible, mais c'est également un film avec un débordement créatif, voilà, on connaît la chanson, mais avec le plus gros débordement de gore de la totalité de la filmographie de Peter Jackson. Et j'irai même encore plus loin, les illustros. Je dirais que Branded est l'un des films les plus gore de tous les temps. Puisque pour un budget de 3 millions, Peter Jackson, à l'époque, s'était mis en tête de faire de Branded le film le plus gore de tous les temps. Le film avec le plus de faux sang de tous les temps. Je n'invente rien, il a vraiment dit ça, il a vraiment voulu faire ça, et il y est arrivé haut la main, même s'il me semble que maintenant Branded n'est plus officiellement le film qui a utilisé le plus de faux sang. Il me semble, alors je vais pas dire de bêtises, mais il me semble que le film qui actuellement est sur le trône des films qui ont utilisé le plus de faux sang, c'est Evil Dead Rise. Ou alors Evil Dead de 2013, celui réalisé par Fede Alvarez. Dans tous les cas, c'est l'un de ces deux films. Mais ce qu'il faut retenir de Branded, c'est évidemment cette effusion gigantesque de faux sang. Le climax, il n'y a que du faux sang à l'écran, c'est une véritable boucherie. Mais ce qu'il faut retenir, c'est également le nombre de personnages ultra marquants, le nombre de scènes ultra drôle. Il y a un bébé zombie, il y a un prêtre qui fait du kung-fu, je crois, pour tabasser des zombies. Il y a des morceaux de corps de la mère du héros qui tombent dans une soupe. Enfin bref, Branded, c'est que des éléments tirés par les cheveux, mais qui sont absolument géniaux. C'est blindé d'humour noir, mais que moi, personnellement, j'adore. Donc voilà, si vous cherchez un film parfait pour votre prochain Halloween, n'hésitez pas à regarder Branded. J'en ai un petit peu parlé dans une vidéo que j'avais faite il y a 2 ans, il me semble, qui s'intitulait « Quoi regarder pour Halloween ?» La vidéo est toujours disponible sur la chaîne. N'hésitez pas à aller la regarder si ça vous intéresse, parce que je parle également de plein d'autres films qui sont parfaits pour Halloween. Bon, ensuite, en 94 et 95, je vais passer assez vite dessus. Il a scénarisé et réalisé 2 longs métrages que je n'ai pas vus et je sais que trop peu de choses dessus. Ces longs métrages, c'est Créatures Célestes et Forgotten Silver. Et après, en 1996, il a scénarisé mais pas réalisé un long métrage qui s'intitule Un loco génial. Après, en 1996, il a également scénarisé et réalisé cette fois-ci un long métrage que j'aime de tout mon cœur et dont j'ai déjà pu parler sur la chaîne, à savoir Fantôme contre Fantôme, porté par Michael J. Fox, l'acteur de Marty McFly dans Retour vers le futur, un acteur que j'aime de tout mon cœur également. Et donc, ce long métrage, que nous raconte-t-il? Un architecte médium arnaque les habitants de sa ville avec l'aide de ses amis revenants. Lorsque plusieurs habitants ont des infarctus, il est le coupable idéal aux yeux de la population. Il va devoir faire appel aux fantômes pour s'en sortir et affronter un véritable spectre tueur. And acclaimed director Peter Jackson. We don't stop till the screaming starts, you dig? Et on retrouve une nouvelle fois, évidemment, la passion de Peter Jackson pour la technique dans un film qui a, pour le coup, un budget bien plus élevé que ses précédents longs métrages, puisque le budget oscille entre 26 et 30 millions. Mais d'ailleurs, ce qui me passionne le plus dans Fantôme contre Fantôme, c'est pas forcément la technique. Les effets spéciaux, qui d'ailleurs, faut se l'avouer, les illustros, ont pris un sacré coup de vieux dans la gueule. Non, moi, ce qui me passionne dans Fantôme contre Fantôme, c'est le fait que Peter Jackson va commencer à aborder une thématique qui va être assez récurrente
récurrente dans sa filmographie par la suite, à savoir la thématique des tueurs en série. Dans ce film-là, il va aborder la thématique des tueurs en série avec beaucoup d'humour noir à la mise en scène. Il va mettre en place beaucoup de choses loufoques. Et ce n'est que quelques années plus tard, avec un autre long métrage qui s'avère être mon long métrage préféré de la filmographie de Peter Jackson, qu'il va apporter un contrepoids à la manière dont il a traité cette thématique des tueurs en série. Ce fameux film, j'y reviendrai un petit peu après. Sinon, l'univers de Fantôme contre Fantôme est absolument génial. De toute façon, Peter Jackson, ça je l'ai pas dit auparavant, c'est quelqu'un qui sait pertinemment comment mettre en place puis développer des univers forts qui vont te marquer au fer rouge. D'ailleurs, en parlant d'univers forts qui te marquent au fer rouge, eh bien c'est en 2001 qu'il y a eu la consécration pour Peter Jackson auprès du grand public, puisqu'il a été chargé de scénariser et réaliser l'adaptation sur grand écran du premier tome du Seigneur des Anneaux, à savoir Le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau. Bon, c'est très compliqué de dire de nouvelles choses sur ce fameux premier opus cinématographique des aventures de Frodon et Sam. Ce que je vais dire par la suite, les Illustros, ça vaut pour les 3 films Seigneur des Anneaux. Après, si vous voulez savoir quel est mon préféré, j'avoue avoir une préférence pour Le Retour du Roi. Je refais une dédicace à mon poteau Alex qui, lui, préfère les 2 tours. D'ailleurs, je continue cette dédicace au poteau Alex puisque un jour, pour mon anniversaire, il m'a fait la surprise de m'emmener voir l'intégrale du Seigneur des Anneaux en version longue au Grand Rex, et c'était beaucoup trop bien. C'est de loin la meilleure expérience cinématographique que j'ai connue de ma vie. J'avais tellement adoré que l'année d'après, eh bien, je suis retourné au Grand Rex pour me refaire l'intégrale en version longue des Seigneurs des Anneaux. Cette fois-ci, c'était avec mon poteau Michel, à qui je fais également une dédicace assez particulière, puisque vraiment, ça fait partie du socle de notre amitié, le Seigneur des Anneaux, à Michel et moi. Et donc, pour parler des films, parce que oui, au bout d'un moment, faut parler des films quand même, le boulot d'adaptation est absolument dingue. Faut savoir que le Seigneur des Anneaux, ça a longtemps été un projet maudit à Hollywood. C'était une histoire considérée comme inadaptable sur grand écran, ou alors vraiment très compliquée à adapter. D'ailleurs, avant les adaptations de Peter Jackson, ils ont tenté d'adapter l'histoire du Seigneur des Anneaux sur grand écran. C'était en animation, et c'était très étrange. Cette adaptation est sortie en 1979, c'était de l'animation donc, et c'était réalisé par Ralph Bakshi. Ralph Bakshi, que vous connaissez peut-être pour un autre long métrage intitulé Cool World, que je n'ai pas vu. Par contre, son adaptation du Seigneur des Anneaux, je l'ai vue, je l'ai même acheté en DVD pour tout vous dire, parce que c'est une œuvre que je trouve assez passionnante, notamment dans son travail d'animation, même s'il y a quelques lacunes. Par contre, je la trouve moins passionnante dans son travail d'adaptation, parce que ils ont, dans mon souvenir, adapté tout le premier tome et la moitié du deuxième en seulement 1h53, ce qui fait que t'as énormément de pans de l'histoire très importants qui sont supra-rushés. Ouais, peut-être pas la meilleure des idées d'adapter comme ça. Mais en tout cas, les adaptations de Peter Jackson, elles ont tout compris, et puis Peter Jackson, sur le Seigneur des Anneaux, en termes de mise en scène, quel plaisir, parce que même s'il a, cette fois-ci, un budget vraiment plus conséquent que d'habitude, eh bien, il n'abandonne absolument pas sa liberté, sa folie créative. Il va même ramener, des côtés horrifiques, tout en épousant merveilleusement bien le côté grandiose, le côté épique de cette grande histoire qu'est le Seigneur des Anneaux. Et puis, évidemment, on retrouve sa passion pour la technique, l'envie de l'emmener plus loin, et d'ailleurs, je vous invite à regarder les making-of des films Seigneur des Anneaux. L'équipe, elle en a bavé, hein. Oh là là, l'équipe, elle en a tellement bavé. Mais en tout cas, la trilogie Seigneur des Anneaux est l'une des trilogies les plus récompensées de l'histoire, il me semble. Alors là, je vais me concentrer que sur les Oscars qu'a reçu la trilogie Le Seigneur des Anneaux. Pour ce qui est du premier opus, à savoir la communauté de l'anneau, il a eu Oscar de la meilleure photographie, Oscar des meilleurs effets visuels, Oscar des meilleurs maquillages et, bien évidemment, Oscar de la meilleure musique. Musique composée par Howard Shore. Quel génie! Venez, on se passe un tout petit peu de musique du Seigneur des Anneaux dans les oreilles. Et on fait tourner les serviettes comme des petites girouettes. Ah non, excusez-moi, attendez, trompé de playlist. Alors, la playlist, où est-ce qu'elle est, la bonne playlist? Ah, elle est là, voilà, c'est bon. Ah, ça va mieux, voilà. Quand j'écoute cette musique, moi je pense aux grandes plaines irlandaises, pas à celles de la Nouvelle-Zélande. Désolé Peter Jackie. Ensuite, pour ce qui est des Oscars donnés au Seigneur des Anneaux les 2 tours, eh bien il n'y en a que 2.
Voilà. Je suis content parce que c'est celui que j'aime le moins de la trilogie. Dans ta gueule, Alex. Mais après, je l'aime beaucoup quand même, hein. Le Seigneur des Anneaux, les deux tours, a reçu l'Oscar du meilleur montage sonore et l'Oscar des meilleurs effets visuels, bien évidemment, encore une fois. Ensuite, nous passons tout naturellement au Seigneur des Anneaux, le Retour du Roi, qui est l'opus ayant chopé le plus d'Oscars, puisqu'il en a chopé 11. C'est l'un des films les plus oscarisés de tous les temps. Alors, on va les faire dans l'ordre. Le film a reçu l'Oscar des meilleurs décors, l'Oscar des meilleurs effets visuels, bien évidemment, 3e fois, Oscar du meilleur scénario adapté, Oscar de la meilleure réalisation, Peter Jackson, my boy, Oscar des meilleures musiques, Oscar du meilleur montage, Oscar des meilleurs maquillages, Oscar des meilleurs costumes, Oscar du meilleur mixage sonore, Oscar de la meilleure chanson, et enfin, alors là c'est la consécration ultime, Oscar du meilleur film, et c'était amplement mérité. Le Retour du Roi est l'un de mes films préférés, ok? Donc, pour la petite anecdote, Le Seigneur des Anneaux, en seulement 3 films, a chopé 17 Oscars, si mes calculs sont bons, ce qui est plus que la totalité de la saga Star Wars, et ce qui est beaucoup plus que la totalité de la saga Harry Potter, puisque Harry Potter, pour ceux ou celles qui ne le savaient pas, eh bien c'est une saga qui a reçu 0 Oscar. Voilà. Alors, l'univers Harry Potter a chopé un Oscar dans sa vie, c'était pour les animaux fantastiques et c'était pour les costumes. Mais sinon, Harry Potter, niet, 0, nada. Donc voilà, Le Seigneur des Anneaux, ce fut une aventure extrêmement épique, extrêmement impactante pour Peter Jackson, une aventure qui lui a valu la consécration ultime auprès du grand public, une consécration évidemment amplement méritée. Et alors personnellement, moi, c'est au travers de ces 3 films Seigneur des Anneaux que j'ai pu découvrir le cinéma de Peter Jackson. Je me souviens, j'étais chez ma tante, j'avais 7 ans, je voyais les DVD dans leur collection et j'étais là en mode, je peux les emprunter pour les voir? Et on me disait, non, c'est trop violent pour toi, attends tes 10 ans. Je peux vous dire que quand j'ai eu 10 ans, je les ai découverts 1 milliard de fois, les films. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, je n'ai toujours pas rendu les DVD. Voilà, fallait pas me prêter de DVD quand j'étais petit, parce qu'ils allaient rester avec moi toute ma vie. Elisabeth, si tu passes par là, je suis désolé. Promis, un jour, je te rendrai les DVD du Seigneur des Anneaux. Je suis vraiment désolé. Ah oui, aussi, je crois que j'ai découvert ces films de la manière la plus anti-cinématographique possible. C'est-à-dire qu'on était en route avec ma famille vers le Gers, et ça prend du temps d'aller vers le Gers, en tout cas depuis l'endroit où j'habite, et j'ai découvert la trilogie Le Seigneur des Anneaux sur un lecteur DVD avec un écran tout petit. Non mais vraiment, je l'ai pas respecté cette saga, c'est terrible, parce que c'est ma saga préférée maintenant. Désolé Peter Jackie. Bon, après je me suis racheté, j'ai quand même vu 2 fois en salle l'intégralité de la trilogie, en version longue en plus. La première fois c'était avec les versions d'origine, et la deuxième fois c'était avec les versions 4K, et je dois dire que je suis pas fan des versions 4K. Je trouve qu'elles enlèvent beaucoup de teintes qui étaient très agréables, très intéressantes dans les versions d'origine. Là, ça paraît un petit peu plus plat. Voilà, la Terre du Milieu n'a pas forcément été très respectée, selon moi, par ces versions 4K. Bon, les Illustros, je vous promets que de base, c'est un podcast centré sur le long-métrage King Kong de Peter Jackson. Je vous promets. Ça va arriver. Bon, après, normalement, vous avez vu que ce podcast durait sacrément longtemps, donc c'était évident que je n'allais pas parler pendant tout ce temps que de King Kong. Enfin, si, j'aurais pu, mais j'avais envie de parler de Peter Jackson et sa filmographie. Laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Après la trilogie Le Seigneur des Anneaux, en 2005, la place a été donnée à King Kong, dont je vais vous parler en détail bien après. Là, pour le moment, je vais vous parler du long métrage qu'il a scénarisé et réalisé juste ensuite, en 2009, et ce long métrage n'est autre que Lovely Bones, aka mon long métrage préféré de l'auteur. I waited for justice, but justice did not come. Lovely Bones, qui est donc sorti en 2009 et qui nous raconte ceci. L'histoire d'une jeune fille assassinée qui, depuis l'au-delà, observe sa famille sous le choc de sa disparition et surveille son meurtrier, ainsi que la progression de l'enquête. J'ai découvert ce long métrage il y a 2 ans, il me semble, et c'est non seulement devenu automatiquement mon film préféré de Peter Jackson, mais également l'un de mes films préférés tout court. De toute manière, il y a quand même pas mal de films de Peter Jackson qui font partie de mes films préférés, hein. Je trouve ce film absolument parfait en tout point. Je trouve également et surtout que c'est le film le plus beau, le plus émouvant, le plus poignant que nous ait offert Peter Jackson, parce que avec Lovely Bones, il atteint un niveau de poésie jamais égalé alors dans son cinéma. Et pourtant, Dieu sait qu'il y en a de la poésie dans sa trilogie Le Seigneur des Anneaux, de la poésie qui fonctionne très très bien. Mais ouais,
Dès que je lance Lovely Bones, dès la première minute du long métrage, mon cerveau décolle vers un imaginaire qui est tellement puissant. Parce que tout d'abord, visuellement, c'est pour moi le film le plus riche de Peter Jackson. C'est bourré à craquer d'idées visuelles, mais d'idées visuelles qui servent constamment la narration, qui servent constamment le développement des personnages. À chaque fois que tu as une idée, petite ou grande, elle va avoir une importance immense dans le récit que tu es en train de suivre. Lovely Bones, c'est un long métrage qui a 10 000 niveaux de lecture. Lovely Bones, c'est un long métrage qui utilise de manière extrêmement intelligente les effets spéciaux numériques. Parce que c'est pas un long métrage qui met des effets spéciaux numériques pour mettre des effets spéciaux numériques. Non, à chaque fois qu'il y a des effets spéciaux numériques, eh bien, il faut qu'il raconte quelque chose par rapport à l'univers mis en place dans le long métrage. Tout a toujours un sens dans Lovely Bones, un sens absolument passionnant. Et puis, j'en ai parlé il y a quelques minutes quand je parlais de Fantôme contre Fantôme, Lovely Bones est pour moi une réponse, ou alors un apport, à cette fameuse thématique concernant les tueurs en série que traite plusieurs fois Peter Jackson dans son cinéma. Là où dans Fantôme contre Fantôme, le sujet des tueurs en série est porté par de l'humour noir, par des choses loufoques à la mise en scène, eh bien ici dans Lovely Bones, même s'il y a une grande place à l'imaginaire dans le long métrage, on est quand même dans un traitement du sujet plus terre-à-terre, plus dramatique, plus sérieux. Là où dans Fantôme contre Fantôme, Peter Jackson se foutait de la gueule des tueurs en série, eh bien dans Lovely Bones, il fait beaucoup plus part de ses inquiétudes par rapport à ces êtres humains-là. Il se penche beaucoup plus sur le stress, l'horreur, les traumatismes que peuvent causer les actions de ces personnes-là. Il ne fait que constamment nourrir ce propos d'une manière plus fascinante à chaque fois, plus touchante à chaque fois. Moi, je suis encore subjugué par tout ce qui entoure la bougie, par tout ce qui entoure l'une des séquences finales avec de la boue qui emporte des choses au fond. Voilà, j'essaye de rester vague, mais en même temps d'être compréhensible pour ceux ou celles qui ont vu le film. Cette séquence de la boue, je ne m'en remettrai jamais. Je pense que je ne m'en remettrai jamais tellement elle est forte en termes de construction, en termes d'émotion, mais également en termes de terreur. Vraiment, cette scène, elle peut être traumatisante. Lovely Bones, c'est un tout. C'est en même temps un teen movie, en même temps un film d'horreur, en même temps un thriller, en même temps un film fantastique. Tous les potards sont poussés à fond à chaque fois, sauf que c'est Peter Jackson qui pousse ses potards à fond. Et donc, évidemment que je suis fan. Lovely Bones, pour moi, c'est son meilleur long métrage, qui, j'ai l'impression, est assez critiqué, et franchement, je ne m'explique pas pourquoi, parce que c'est du pur Peter Jackson, les gars, c'est vraiment du pur Peter Jackson à fond la caisse. Donc, normalement, vous devriez aimer, si vous aimez le style de Peter Jackson. Je ne comprends pas, et je suis en colère, parce que j'adore ce film, voilà, adorez-le, comme moi. Non, et puis enfin, pour finir, dans ce long métrage, il y a l'une des plus belles réadaptations, je sais pas si on dit ça comme ça, de Song to the Siren. Je vais vous passer un petit bout. Donc voilà, j'espère avoir bien vendu ce film. J'espère avoir bien vendu ce film, parce que ça serait quand même un comble si je l'avais pas bien vendu. J'adore ce film. Si je l'ai pas bien vendu, sachez que je serai triste pour l'éternité. Bon, maintenant, on arrive au projet maudit de chez Maudit, puisque en 2012, eh bien, Peter Jackie, il a scénarisé et réalisé Le Hobbit, un voyage inattendu. S'en est suivi en 2013 Le Hobbit, la désolation de Smaug, et s'en est suivi en 2014 Le Hobbit, la bataille des 5 armées. 2014, ça fait donc 11 ans que ce film est sorti. Je vous avais fait part dans le dernier épisode de ma peur face au temps qui passe, et bien là, elle accroît. Mithrandir, why the halfling? Why Bilbo Baggins? Et le saviez-vous, c'était Guillermo del Toro qui devait réaliser l'adaptation du Hobbit sur grand écran. Bien entendu que si vous êtes des cinéphiles vraiment aguerris, eh bien vous le saviez, mais pour ceux ou celles qui ne le savaient pas, je pense que c'est une petite anecdote sympa. Voilà, en tout cas je l'espère. Guillermo del Toro, au cas où, c'est le papa du Labyrinthe de Pan, des 2 opus de Hellboy, de l'excellent Crimson Peak, et également du très sous-estimé Nightmare Alley. Voyez Nightmare Alley, c'est absolument génial, et j'ai toujours pas vu sa version en noir et blanc. Il faut que je la voie. Et donc, en ce qui concerne le projet Hobbit sur grand écran, eh bien ça a été littéralement un enfer
enfer pour Peter Jackson, mais également pour tout le reste de son équipe. Voilà, je ne l'invente pas, c'est eux-mêmes qui l'ont dit, et puis on peut le voir même que ça a été un enfer pour eux, notamment pour Ian McKellen qui s'est plaint plusieurs fois concernant le tournage, concernant le fait que le tournage lui avait pas du tout plu, à cause notamment de tous les fonds verts, etc., etc. Bref, ce qu'il faut savoir concernant la trilogie Le Hobbit, c'est que c'est une trilogie qui a été faite en turbo-urgence, les Illustros, le studio derrière cette trilogie, à savoir Warner Bros. Pictures, j'ai même pris mon accent anglais absolument catastrophique, eh bien, ils voulaient de la thune. Il voulait de la thune sur l'univers du Seigneur des Anneaux, voilà, il voulait de la thune. Et après le départ de Guillermo del Toro, eh bien c'est Peter Jackie qui a repris le projet en main, même si je pense qu'il avait un petit peu la flemme de faire 3 longs métrages de plus de 2h30 sur un bouquin de 400 pages. Attendez, la trilogie Le Seigneur des Anneaux, elle est basée sur 3 bouquins assez fat. Là, Warner, vous avez voulu faire 3 films sur un bouquin de 400 pages. Attendez, Warner, ne me dites pas que vous avez voulu capitaliser sur le succès d'une trilogie passée. Non, je vous croirais pas. Et c'est ça le problème de la trilogie Hobbit, c'est que il y a full remplissage assez inutile. Après, ce serait mentir de dire que je ne prends pas un sacré plaisir à la regarder, cette trilogie. Premièrement, j'étais super content qu'à chaque Noël pendant 3 ans, il y avait ce fameux rendez-vous cinématographique avec ma famille pour suivre les aventures de Bilbon Saquet. En plus, j'étais dans mon era Le Seigneur des Anneaux, c'est la meilleure chose que l'existence terrestre ait connue. Et puis, il y a à l'écriture et à la mise en scène Peter Jackie. Et même s'il avait pas forcément envie de faire cette trilogie, qu'il a même détesté la faire honnêtement, eh bien, je le sens, mon Peter Jackie, dans cette trilogie, et je l'apprécie beaucoup. Premièrement parce que, même si cette trilogie l'a beaucoup saoulé, eh bien, il l'a commencé en voulant pousser une nouvelle fois la technique encore plus loin. Encore, ça fait beaucoup là, non? Car le Hobbit a été tourné avec cette fameuse technologie, à savoir le HFR, c'est-à-dire 48 images par seconde. Il faut savoir que quand vous regardez un film, et là je m'adresse à ceux ou celles qui ne le savent pas, quand vous regardez un film, vous le regardez en 24 images par seconde. Voilà. Et ben là, c'était le double, ce qui rajoute énormément de fluidité. Certains ont aimé, certains n'ont pas aimé et ont trouvé ça trop vomitif. Personnellement, mes visionnages au cinéma du Hobbit datent d'il y a beaucoup trop longtemps pour que je me souvienne si j'avais aimé ou pas. Tout ce que je sais, du coup, c'est que même si Peter Jackson n'était pas le plus grand fan de ce projet, eh bien, il a quand même été extrêmement investi, notamment dans sa technique. Et puis bon, les Illustros, on va se concentrer 2 secondes, si vous le voulez bien. Faut avouer quand même que la trilogie Le Hobbit, en termes de mise en scène, de grandiose, d'épique, ça fout à l'amende 90% des blockbusters qu'on nous sort chaque année. Non mais regardez ça, sérieux, c'est les frissons assurés. Et puis, il n'y a pas que le grandiose, il n'y a pas que l'épique, il y a également des personnages sacrément attachants. Je me souviens que j'aimais beaucoup le personnage de Bilbon Saquet, mais j'étais surtout extrêmement fan du personnage de Thorin. J'étais ultra contrarié quand il devenait méchant, et j'étais ultra content quand il revenait à la réalité. Et que ce soit à l'époque ou encore maintenant, je suis ultra investi dans l'histoire. D'ailleurs, petite anecdote, encore une petite anecdote, mais écoutez, j'aime bien raconter des anecdotes. À l'époque où est sorti le Hobbit 3, eh bien je faisais des cours de ping-pong avec mon pote Robin. Robin, si tu passes par là, coucou à toi, nos échanges étaient catastrophiques. Pourquoi? Parce que toi t'étais doué et moi j'étais absolument nul. Non mais ça faut l'avouer quand même. Mais bon, dans mon souvenir, on n'était pas trop concentré sur la balle de ping-pong puisqu'on n'arrêtait pas de parler du Hobbit 3. Voilà, on donnait notre avis, on débattait. Donc voilà, le Hobbit, c'est évidemment inférieur au Seigneur des Anneaux parce qu'il y a à balle de remplissage qui ne sert à rien. Le personnage de Toriel qui promet d'être intéressant et au final, non, pas du tout, c'est vraiment dommage. Le personnage de Legolas qui ne sert qu'à ramener les fanzous du Seigneur des Anneaux, ça aussi, on n'oublie pas. Après, personnellement, dès qu'il y a Orlando Bloom dans un film, moi j'y vais, hein, parce qu'il est beau, quoi.
Il est beau, quoi. Il est tellement beau. Non, et puis il y a également des tonnes de références qui ne servent pas à grand-chose. Il y a la volonté de joindre cette grande histoire du Hobbit à la grande histoire du Seigneur des Anneaux, qui est un peu pataude, avouons-le quand même. Tout ce qui concerne le Seigneur des Anneaux dans l'histoire du Hobbit, ça fait quand même vachement rajout, les gars. Ça fait vachement fanservice, notamment la scène où t'as Saruman qui dit « Leave me, Sauron, to me ». On a compris. Après, ça reste grandiose, ça reste épique, ça reste plein de performances d'acteurs absolument ouf. La performance de Benedict Cumberbatch en Smaug, mon Dieu, je vous invite à voir les making-of. Le gars s'est donné à un level. C'est pas une trilogie que je vais jeter sous les roues. Voilà, c'est une trilogie que j'apprécie, même si elle a beaucoup de problèmes. Contrairement à notre cher Dudu National, je t'adore Dudu, je t'adore du plus profond de mon cœur. Si tu passes par là, eh bien, c'est cool si tu passes par là. Bon, c'est carrément de la pub, pas de la pub, genre je suis payé pour faire la pub, non, absolument pas, je suis pas du tout payé, juste, n'hésitez pas à aller voir les parodies qu'a fait Durandal sur le Hobbit, elles sont à crever de rire, je les revois chaque année, et vraiment, la séquence où Gandalf dit « Alors là, c'est vraiment pas la journée », c'est vraiment l'une de mes séquences préférées de toutes les parodies que j'ai vues. Je vais finir cette partie sur le Hobbit en vous parlant plus en détail de Le Hobbit, la bataille des 5 armées en version longue. La bataille des 5 armées qui est le 3e opus, et je vous invite vraiment à découvrir la version longue si vous ne l'avez pas encore vue, parce que l'esprit Peter Jackson se ressent encore plus. Il y a du gore dans cette version longue, et je dois avouer que je ne comprends pas pourquoi ce gore ne se trouve pas également dans la version courte, parce que il est pas si choquant que ça. Je fais référence à la scène où il y a des nains qui sont dans un chariot où ils décapitent plusieurs ennemis grâce aux roues de ce chariot, puisque ces roues sont équipées de lames. C'est pas du gore vraiment, oh mon Dieu, je voudrais plus jamais revoir ça de ma vie, donc je comprends pas pourquoi ils l'ont pas mis dans la version cinéma, sachant que dans la version cinéma il y a quand même pas mal de scènes violentes, quoi, mais c'est du gore qui, durant cette séquence, déborde d'imagination, et donc qui pue le Peter Jackson. Donc je vous invite vraiment à découvrir la version longue si vous ne l'avez pas encore découvert, et d'ailleurs je vous invite à découvrir toutes les versions longues du Hobbit et toutes les versions longues du Seigneur des Anneaux si vous les avez pas encore découvertes. Personnellement, entre team version courte et team version longue, je serai éternellement team version longue parce que, à contrario de beaucoup de gens, je trouve pas qu'elles nuisent au rythme, et puis je trouve qu'elles apportent toujours des éléments intéressants et utiles aux intrigues. Après l'aventure Le Hobbit, Peter Jackson est revenu à la réalisation en 2019 en réalisant le documentaire Pour les soldats tombés. Un documentaire qui nous raconte ceci. Entre 1914 et 1918, un conflit mondial change à jamais le cours de l'histoire. Les hommes et femmes qui y ont participé ne vivaient pas dans un monde silencieux, en noir et blanc. Faites donc un voyage dans le temps pour revivre, comme si vous y étiez, ce moment majeur de l'histoire. C'est un documentaire que je n'ai malheureusement pas vu, mais que j'ai très hâte de voir parce que il m'intéresse beaucoup. Encore une fois, en termes de technique, notamment dans la recolorisation de certaines images, et j'ai très hâte de voir ça. Je sais que ça a été beaucoup critiqué, mais en même temps beaucoup encensé. J'ai très hâte de voir ça. Et enfin, il a été à la tête d'une série s'intitulant The Beatles Get Back, disponible sur Disney+, il me semble, une série que je dois voir parce que je ne l'ai pas vue encore, mais je suis sûr que c'est absolument passionnant, vu notamment les notations de cette série qui sont absolument exceptionnelles. Tout le monde me dit de voir cette série, et écoutez, je la verrai un jour. Je suis fan de Peter Jackson, je la verrai un jour, mais ce jour n'est pas encore arrivé. Peut-être que ce jour sera... demain, voilà, demain, pourquoi pas. Maintenant, on est arrivé à la fin des scénarisations, des réalisations de Peter Jackson. Et ce qu'il faut retenir de tous les films qu'il a réalisés, c'est qu'il a participé à mettre extrêmement en avant la Nouvelle-Zélande, notamment pour les décors de films. Ce qui est une excellente chose, ce qui me permet de transitionner vers le fait que Peter Jackson
dans sa carrière, a fondé un studio de post-production, à savoir Weta, un studio situé à Wellington, évidemment en Nouvelle-Zélande, un studio de post-production qui a bossé sur beaucoup de films. Si j'en crois le site WetaFX, ils ont notamment bossé dernièrement sur le biopic de Robbie Williams, à savoir Better Man. Better Man qui était un film très chouette, j'espère que vous l'avez vu au cinéma parce que ça valait vraiment le coup de le voir au cinéma, c'était une pure singerie quoi. Ouais, 1er avril, illustre reconnu, blague nulle, on change pas une équipe qui gagne. Mais ils ont également bossé sur Avatar The Way of Water, voilà, avec mon accent anglais catastrophique qui est de retour, Avatar 2, je vais dire Avatar 2 pour pas répéter mon accent anglais, qui est un chef-d'œuvre, qui est le meilleur film de l'année où il est sorti, voilà. Est-ce que vous êtes d'accord, est-ce que vous êtes pas d'accord, je m'en fous, ça reste le meilleur film de l'année où il est sorti. Ils ont également pas mal bossé sur des films du Marvel Cinematic Universe, notamment Les Gardiens de la Galaxie, mais également sur pas mal de films du Monsters Universe. Et alors le Monsters Universe, avec mon accent anglais, faut que j'arrête avec cette vanne, vraiment, faut que j'arrête. Eh bien, concernant le Monsters Universe, ils ont bossé notamment sur Godzilla vs Kong ou Godzilla X Kong The New Empire, qui est un film que je déteste. Mais là n'est pas le propos. Ils ont également bossé sur The Green Knight de David Lowery et également sur des séries, sur Game of Thrones ou encore House of the Dragon. Des productions où les effets visuels étaient ma foi de très bonne qualité. Après, faut pas mentir, Weta a également bossé sur des productions où les effets visuels étaient un petit peu plus discutables, voilà, puisqu'ils ont notamment bossé sur Black Widow, Black Adam ou encore The Marvels, qui sont des films qui ne sont pas connus pour la prouesse de leur effet visuel. Après, je dois l'avouer, j'ai un faible pour Black Adam et The Marvels. Voilà, c'est des films que j'aime bien, je sais que c'est des films qui sont tout pourris, mais moi je les aime bien. Qu'est-ce que vous voulez ? Parfois, je suis dans le faux. Après, chose importante à dire et à savoir, je vais prendre en exemple les deux films Marvel que je viens de citer, à savoir Black Widow et The Marvels. Eh bien, la piètre qualité des effets spéciaux de ces films ne sont pas dus aux personnes qui réalisent ces effets spéciaux. On va continuer sur Marvel parce que c'est les chefs là-dessus, voilà, c'est ceux qui détiennent le trône. La piètre qualité des effets visuels des derniers Marvel notamment, c'est pas dû aux travailleurs des effets spéciaux. C'est dû à la production qui leur donne des temps absolument infimes pour réaliser des effets visuels extrêmement compliqués. C'est pas une nouveauté, mais il faut le savoir, Marvel donne des temps beaucoup trop infimes aux travailleurs des effets spéciaux et surtout leur donne des conditions de travail absolument dégueulasses, absolument à bannir. Mais cette situation, c'est pas que chez Marvel, hein, faut le savoir. Du coup, gros soutien aux personnes qui réalisent les effets spéciaux dans les films. Voilà, on vous envoie beaucoup de soutien. Je sais que j'ai dit beaucoup de fois, mais je pense que c'était important. Maintenant, ce qu'il faut savoir sur Peter Jackson, sur Peter Jackie, c'est que au-delà d'être un scénariste et un réalisateur de génie, c'est également un producteur malin, puisqu'il a produit des films propulsant des auteurs extrêmement intéressants, comme par exemple Neil Blomkamp. Peter Jackson a produit son film District 9, un très bon film que je vous encourage à voir, que j'ai découvert il y a seulement 2 mois. Neil Blomkamp qui a également réalisé le sympathique Elysium et l'excellent Chappie. Je suis dans un univers où je ne comprends pas comment on ne peut pas aimer Chappie. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas Chappie. Je ne comprends pas comment on peut pas aimer ce film. Vous avez tort, voilà, vous avez tort. C'est vraiment le niveau 0 de l'argumentation. Voyez les films de SF réalisés par Neil Blomkamp, ils sont toujours intéressants, et voyez également son adaptation de Gran Turismo. Je m'attendais à vraiment un film très médiocre, et finalement c'était, ma foi, très appréciable, une très bonne surprise. Je me permets une petite aparté sur Gran Turismo, là aussi c'est un long métrage qui est extrêmement intéressant sur ce que raconte la technique par rapport au récit. You miss it on the track, you could die.
Par la suite, Peter Jackson a produit Les Aventures de Tintin, Le Secret de la Licorne, réalisé par Tonton ou Papa Spielberg, vous l'appelez comme vous voulez, vous pouvez même l'appeler seulement Steven Spielberg. Reste que ce film est un film d'aventure absolument génial que je prends énormément de plaisir à revoir. Passionnant dans sa technique encore une fois, et ça me fait turbo rire que tous les 2 mois sur Twitter, on a un tweet d'une personne qui dit « Oh là là, la scène de course-poursuite pour attraper ce fameux papier, elle est tellement dingue à mater !» Parce que c'est vrai. Ouais, ça me fait turbo rire que tous les 2 mois on ait un tweet là-dessus, mais c'est turbo vrai, et moi-même j'ai participé à cette trend. Je veux dire, Peter Jackson et Steven Spielberg qui s'allient. Évidemment que ça allait être turbo génial. Il n'y avait pas d'autre solution. Et d'ailleurs, ici on fait partie des personnes qui attendent très fortement Tintin 2, qui serait cette fois-ci réalisé par Peter Jackson, parce que oui, pour ceux ou celles qui ne le savaient pas, Tintin, premier du nom, devait être réalisé par Steven Spielberg, et Tintin, deuxième du nom, devait être réalisé par Peter Jackson. J'attends cette suite comme le Messie. S'il te plaît, Peter, reviens derrière une caméra. Reviens nous faire Tintin 2. Je suis sûr que ça sera épique. Bon, là, il y a marqué que ça sortirait vers 2030, mais honnêtement, c'est que de la spéculation. Personne n'est sûr que ça va sortir. Les gens ont plus tendance à être sûrs que ça ne va pas sortir, parce que si cette suite sort bel et bien en 2030, ça veut dire qu'elle sortirait 20 ans... Non, 19. Bon, allez, pratiquement 20 ans après le premier opus. Ouais, à mon avis, ça sent pas bon cette histoire. Bon, sinon Peter, qu'est-ce qu'il a produit par la suite ? Eh bien, en 2012, il a produit West of Memphis, que je n'ai pas vu mais que je verrai sûrement, et en 2018, il a produit Mortal Engines, que j'avais très hâte de voir, et j'ai été... Oh les gars, j'ai été déçu, hein. Nothing can stand in the face of this. Bon, s'il y a quelque chose sur lequel le long métrage est irréprochable, c'est sur ses effets visuels qui sont de très grande qualité. Mais pour ce qui est du scénario, c'est tellement pas malin. Je me souviens d'éléments où, avec mon poteau Alex, encore une fois, je fais une dédicace à lui, mais où on était en mode... Ah ouais, non mais là c'est pas possible. Notamment tout ce qui concerne la clé, c'est très bête. Et puis au niveau du montage, j'ai un vrai problème avec ce long métrage. C'est beaucoup trop rapide, c'est beaucoup trop cut. Le montage ne nous laisse jamais le temps de contempler cet univers qui est pourtant magnifiquement mis en image par l'équipe des effets visuels. Dans ce film, je sens la production de Peter Jackson. Je sens la démesure visuelle, sauf que elle n'est jamais mise en valeur proprement comme pouvait le faire Peter Jackson. Et donc, le rendu ne peut être que décevant, en plus du scénario qui est écrit avec les pieds, alors que c'est Peter Jackie qui l'a écrit. Je suis triste. Et en 2024, Peter Jackson a produit également un nouveau long métrage Seigneur des Anneaux, intitulé Le Seigneur des Anneaux, la guerre des Rohirrim, et ce long métrage est réalisé par Kenji Kamiyama. Et que nous raconte donc cette nouvelle aventure en pleine Terre du Milieu ? Ce nouveau chapitre, situé 183 ans avant la trilogie du Seigneur des Anneaux, explore l'histoire de la maison de Helm, Point de Marteau, roi de Rohan. Face à l'attaque soudaine de Wulf, un seigneur vengeur et cruel, Helm et son peuple se barricadent dans la forteresse de Hornburg, rebaptisée Gouffre de Helm. Dans cette lutte désespérée, Hera, la fille de Helm, doit rassembler le courage nécessaire pour diriger la résistance contre un ennemi déterminé à détruire son peuple. Ce long métrage qui a 2 particularités. Premièrement, il est en animation, deuxièmement, il est en animation japonaise. Et cette œuvre, on peut dire qu'elle a reçu un accueil assez froid, que ce soit au box-office ou à la critique. Personnellement, je l'ai plutôt bien apprécié, même si je trouvais, et attention ça va être assez cruel, mais c'est ce que je pense, que ça ressemblait plus à un long bonus qu'à un véritable long métrage Seigneur des Anneaux qui souhaite profondément marquer sa saga, son temps, comme les précédents films. Honnêtement, concernant l'animation, moi je trouve que le pari était plutôt osé et qu'il a été plutôt tenu. Voilà, j'ai pas de souci avec l'animation, contrairement à beaucoup de gens. Non, là où j'ai un souci, c'est que je trouve que dans cette œuvre, on peine vachement à retrouver la puissance, la poésie, l'épique que contient la Terre du Milieu. Et cela à cause du fait que la plupart du temps, les cadres ne résonnent pas tellement, je trouve. Après voilà, ça restait un moment assez agréable, mais malheureusement,
également assez oubliable, quoi. Et Peter Jackie, La Terre du Milieu, ça s'arrête pas là pour lui, puisqu'il va être également producteur pour le prochain film Seigneur des Anneaux, qui s'intitulera Le Seigneur des Anneaux, The Hunt for Gollum. Voilà. Mi-français, mi-anglais... Je suis fatigué. Sinon, pour finir, Peter Jackson est également crédité en tant que producteur sur la suite de District 9, District 10, mais je suis pas sûr que cette suite va arriver. Et en plus de ça, c'est galère de faire une suite à District 9. En fait, la seule personne qui serait capable de faire une bonne suite à District 9, c'est Neil Blomkamp. Voilà. Et pour ceux ou celles qui ne le sauraient pas, Neil Blomkamp a failli réaliser Alien 5. Il y a plein d'artworks de ce projet abandonné qui traînent sur internet. Je vous invite à aller vous renseigner sur ce projet qui avait l'air complètement dingue selon moi. J'espère qu'un jour il y aura un gros retournement et que finalement on nous annonce que Alien 5 par Neil Blomkamp arrive. Ça serait tellement génial. Vu le talent du gars dans le domaine de la SF, ça serait tellement génial. Je fais évidemment une grosse dédicace à King Tao qui adore la saga Alien et je me demande même si c'est pas sa saga préférée. Je crois qu'il m'a dit que c'était sa saga préférée, mais je suis pas sûr. Mais donc, après cette très longue introduction... Vous avez compris, je pense, que Peter Jackson, c'est un gars qui pèse dans le game du cinéma. Vraiment, vraiment. C'est un bosseur. Peu importe le budget qu'il aura, il va tout faire pour nous offrir un spectacle des plus grandioses, des plus kiffants, des plus mémorables. C'est un bonhomme qui, au travers de sa mise en scène époustouflante, peut autant embrasser l'horreur que l'aventure. C'est un bonhomme qui réfléchit sa technique, qui cherche toujours à aller encore plus loin avec, qui cherche toujours à nous raconter encore plus de choses avec. Bref, c'est un auteur fort, c'est un réalisateur fort. Peter Jackie, je t'aime. Et si tu passes par là, refais des films, s'il te plaît, on en a besoin. Et donc voilà les Illustros, c'en est tout pour cette première partie. Ça se sent tellement que j'étais fatigué vers la fin parce qu'en fait, j'ai enregistré 80% de cette première partie de nuit et j'ai dû terminer vers 6h du matin. Très mauvaise idée de faire ça. Pourquoi je fais ça en fait ? Sur ce, j'espère que cette première partie vous aura plu, intéressé et diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et pourquoi pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Tous mes réseaux se trouvent en description, y compris les réseaux du podcast Enfants du cinéma. Nous avons un Twitter et nous avons un Instagram. Sur ce, il ne me reste plus qu'à aller côtoyer d'autres univers, à aller dormir car je suis fatigué. Oui, aujourd'hui aussi, alors qu'il n'est que 16h. Je vous dis à très bientôt pour la suite de cet épisode, pour la partie 2 qui se concentrera uniquement sur le long métrage King Kong. Et je vous dis salut.